Bonjour Clémence. Bonjour Patricia. Merci bien pour avoir accepté notre invitation pour cet entretien, interview. Et nous savons que tu as participé à la conférence pour présenter la lettre de Pape Léon sur le dilexité. Donc, nous avons aussi lu la témoignage que tu as partagé très bien avec ton expérience. Et donc, nous voulons profiter d'aller un peu plus dans la profondité de ton expérience, mais surtout dans l'expérience de ta fraternité, c'est-à-dire le petit cerf de Jésus, qui font de l'expérience de petit leur charisme. C'est vrai que On pourrait le dire comme ça, c'est une belle définition d'apprendre de l'autre, de le mettre à son école et en commençant par les plus petits qui ont souvent une grandeur cachée et d'essayer de la découvrir. Mm. je pense aussi l'expérience de Jésus, sans être trop romantique, mais je pense que ça a été une expérience ordinaire, de vie ordinaire, parce que sa vie publique a été très petite, très court. Euh, donc, ça c'est... Bon, on va lentement entrer plus dans les thèmes. Donc, pour moi, la première question, Clémence, est le thème de pauvre. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui être une personne pauvre? Alors c'est une bonne question, c'est une question qui m'est pas facile de répondre. Euh, le terme pauvre me pose souvent question euh, dans la manière dont on l'utilise. Et, parce que je sens que finalement tous, on a en nous une partie pauvre, ça clairement. Et souvent, dans mon expérience, me suis demandé, non, mais qui est le riche, qui est le pauvre quand je suis là avec mes voisins ou mes collègues euh, de travail, que de l'extérieur, on voit comme pauvre, qu'on méprise. Et souvent, c'est d'eux que moi, j'ai reçu l'espérance, le courage de continuer. Dans ce sens-là, ils me semblaient beaucoup plus riches que moi. Donc voilà, ça c'est pour moi une grosse question. Il reste la question de la pauvreté qui est parfois la misère et qui est inacceptable, non? Quand les personnes vivent dans des conditions où ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins primaires, voilà, il y a toute cette réalité-là et qui est souvent liée aussi à d'autres types de pauvreté, une exclusion, une marginalisation. Euh, voilà, la pauvreté est multiple dans nos sociétés aujourd'hui. Il y a aussi, je pense aussi, cette partie de la société aussi aujourd'hui où il y a une certaine pauvreté spirituelle. On ne voit pas le sens. Euh, on est arrêté à ce qu'on vit, mais on ne peut pas percevoir cette dimension qui va au-delà. Et je crois que c'est aussi une grande pauvreté pour certains. Euh, je pensais aussi à une autre pauvreté qui est pour moi aujourd'hui l'égoïsme, qui est une grande pauvreté de notre monde, ou penser à soi et uniquement, qui est une pauvreté dans laquelle je tombe souvent aussi. Mais donc voilà, pour dire que le terme pauvreté peut être compris de beaucoup de manières. Euh, voilà, j'aimerais parfois que ce soit les pauvres eux-mêmes qui puissent en parler et nous donner aussi leur vision euh, de ce terme-là. Souvent, eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme pauvres. Ça, c'est l'étiquette que nous, on leur met. Donc voilà, ça, c'est une autre chose aussi qui me fait fort réfléchir, qui me met en question. Et puis, il y a, voilà, comme j'ai commencé un peu par ça, cette vulnérabilité euh, de laquelle on est toutes, tous et toutes, euh, une pastade. On est tous pétris de cette vulnérabilité. Et il y a des moments où on peut la toucher plus fort, non? Mais c'est vrai que la première expérience, si j'écoute la mienne, c'est de cacher cette pauvreté, de la tenir loin de nous, de faire tout pour qu'elle n'apparaisse pas. Parfois même au prix de rendre l'autre plus pauvre, parce que je l'écrase, parce que je le domine, mais tout pour qu'on ne voit pas ma propre fragilité, non?
Alors voilà, ça c'est différentes choses qu'on pourra aborder, mais c'est peut-être les premiers euh, points que j'aurais envie de nommer. Merci Clémence, c'est très intéressant que dans la lettre, dans l'encyclique du pape, il nous invite à apprendre à dialoguer avec les pauvres, à écouter les pauvres parce que les pauvres peuvent nous donner une vision que nous ne voyons pas. Parce que c'est vrai que la réalité pour nous, ça dépend beaucoup du point de vue. Donc, où nous sommes pour voir, interpréter, comprendre la réalité, non? Donc, c'est presque souvent une relation de pouvoir entre les personnes qui donnent de l'aide et les personnes qui reçoivent de l'aide. Est-ce que tu peux commenter un peu ça à la lumière de ta mission, de tes missions dans le passé, surtout parce que maintenant tu es plus dans le bureau, si je comprends bien? Alors, c'est en effet une joie pour moi d'avoir découvert dans l'exhortation cette invitation, non, à écouter ce qu'ont à nous dire ces pauvres et à regarder le monde à partir de leur perception. Euh, Parce que c'est quelque chose, bon, je reprends mon expérience avec les Roms notamment, euh, où j'ai vraiment senti combien plus je vivais avec eux, moins j'avais de certitude euh, sur qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était juste. Et encore plus sur qu'est-ce qui est bon pour eux, non? Et ça, souvent, comme tu dis, nous, on approche l'autre en disant, voilà, nous, on va lui apporter ce qui lui manque, une maison, un travail, mais on réagit toujours, une éducation, mais en réagissant à ce qu'on pense pour nous être le bon, le bien, euh, le meilleur. Et en se mettant à leur école, en découvrant une réalité qui part souvent avec des grandes valeurs aussi, non? Euh, mais qu'on lit différemment. Je pense à quelque chose de très concret qui est l'éducation, par exemple, non? C'est une des choses qu'on a beaucoup œuvré pour accompagner les mamans, les familles qui voulaient inscrire leurs enfants à l'école, les soutenir, les encourager pour y aller. Et en même temps, quand je voyais ce que l'école leur proposait à ces enfants-là, ça me posait beaucoup de questions. Je me dis, mais si c'est pour leur faire vivre encore d'autres expériences d'humiliation, d'autres expériences où ils n'arrivent pas, d'autres expériences où ils sont encore les derniers, où ils sont jugés, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ça qui leur donne des clés pour l'avenir? Ou est-ce que ça fait encore grandir le fossé entre eux et nous? Voilà, pour donner un petit exemple concret, non? Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin de formation, d'éducation, mais peut-être autrement, peut-être avec d'autres manières. Ils ont, eux, cette manière d'apprendre qui est très concrète dans le pratique de la vie. J'accompagne papa, j'accompagne maman pour découvrir. Je regarde papa qui répare les voitures et je découvre par là comment est fait un circuit électrique et mécanique. Et c'est tout un savoir aussi, non? Euh, mais est-ce qu'on peut mettre ces deux visions de l'humanité qui sont juste toutes les deux ensemble pour que chacun s'y retrouve? Voilà, ça c'est un petit exemple concret qui me vient, non? Mais c'est pour moi, oui, une grosse question de voir ce monde. Une autre chose qui me vient aussi, c'est ce désir qu'on a, je prends ce monde-là parce que c'est celui-là qui me vient actuellement, mais de leur donner il faut qu'ils aient une maison, ces gens, tous ceux en tout cas qui vivent dans des conditions précaires, et c'est bon de chercher ça, mais attention à quel prix. Souvent pour ça, on les éloigne de leur communauté, on les isole, euh, parce que du coup, c'est un qui a un appartement ici, un autre qu'on met tout à fait de l'autre côté. On les isole du lieu où ils avaient trouvé un minimum euh, de revenus. Je pense par exemple à ceux qui ont trouvé, non, une manière de subvenir à leurs besoins par un travail euh, qui est le leur. Mais si je pense à des familles qui vivaient en recherchant le fer, le vieux fer, récolter le vieux fer et puis aller le vendre. Si je les mets dans une maison,
ils n'ont plus un lieu où ils peuvent récolter ce fer. Et ils perdent aussi leur manière de subvenir aux besoins de leur famille, non? Alors, souvent, on prend un problème, on le voit avec nos yeux à nous, et on n'arrive pas à percevoir la complexité qu'il y a derrière, à voir tout ce qu'ils ont mis en place aussi pour en sortir, l'économie qu'il y a derrière. Et ils ont aussi une vision du monde. Euh, la communauté est très importante pour eux. Donc, et ça, c'est quelque chose de beau que nous, on a tendance à avoir perdu. Euh, alors qu'en plus, on les prive d'être ensemble, on les prive aussi de cette valeur-là et de ce qu'ils ont à témoigner, ce qu'ils ont à nous donner aussi, là. Comme pour moi, ce serait beau si on pouvait apprendre de ce retour à, à la force du groupe, de la communauté, du soutien qu'il y a entre eux. Alors voilà, je ne sais pas si ça répond, mais pour dire voir le monde à leur point de vue, pour moi, ça me parle euh, très fort. Et de construire ensemble. Euh, Ça, c'est pour revenir peut-être à la question qu'on disait. euh, on est un peu dans un monde où il y a nous qui viennent aider, il y a eux qui sont pauvres, et peut-être du coup, ça nous, même si je repousse un peu jusqu'à l'extrême, c'est pas plus mal qu'il y ait quelques pauvres, parce que comme ça, nous, on peut se sentir utile, non? Et c'est un risque pour moi important. Euh, et or, eux ont beaucoup à nous apporter. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Parfois, il manque des instruments, des lieux pour pouvoir en parler et réfléchir avec d'autres. Euh, mais c'est vrai que si on peut évoluer dans cette conception qu'on a parfois, je serais contente qu'on puisse. Moi, c'est vrai que je l'ai vécu pleinement, de découvrir la force et la joie euh, de, de, de cette richesse partagée et mutuelle qu'on a à se donner, que ce soit avec les Roms, mais que ce soit aussi dans le sud de l'Italie, à Naples, où j'ai vécu, euh, cette force de ces femmes dans le quotidien qui affrontent voilà, tous les défis de trouver un travail, de subvenir à leur famille, mais qui ont aussi une énergie qui m'a toujours émerveillée et qui m'a moi aussi apporté beaucoup et fait grandir euh, humainement et spirituellement. Alors si on va vers l'autre avec dans ce type d'approche, je crois que ça peut changer beaucoup de choses. Merci Voilà. Clémence. En t'écoutant, il me revient beaucoup les articles de la lettre où le pape nous invite à considérer les autres, les pauvres, comme des sujets de leur processus de vie et aussi de la relation. Nous ne sommes pas les centres, les personnes qui aident, mais nous sommes toutes périphéries pour les autres, non? Donc les unes les autres. Et quelquefois, il peut arriver que nous qui nous avons besoin d'aide. Donc, avant de te demander un peu plus sur l'expérience du charisme, je voudrais te demander ton expérience de pauvreté. Si tu peux partager dans les limites ainsi de la discrétion, si tu peux partager avec nous un moment où tu as expérimenté la pauvreté et tu as reçu l'aide d'autres personnes pour faire face à cette fragilité et faiblesse. Alors c'est en effet une très bonne question, hein. Et je sens que oui, ces dernières années, j'ai expérimenté ma pauvreté voilà, dans pas mal de domaines. Et oui, je réfléchis, je crois que c'est important de pouvoir en parler. Et en même temps, je me rends compte que c'est pas si facile de trouver les justes mots, jusqu'où aller. Euh, et, et donc voilà, moi je sens que c'est vrai que ces dernières années, voilà, je peux prendre un exemple pour moi d'un moment, même plusieurs années qui ont été difficiles, où j'ai senti non, que je touchais mes limites et que les, je touchais mes limites et aussi peut-être une grande blessure qu'il y avait en moi et qui du coup se réveillait euh, dans, dans les relations, dans les rencontres avec les autres que je n'arrivais plus à gérer.
Et là, on se sent, c'est vrai que j'ai vécu des moments où je me sentais toute petite, non? Parce que j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie. À certains moments, j'ai touché vraiment ça aussi dans ma vie. Plus non plus euh, des moments où un peu tout s'écroule, non? Même la vie de foi, je sens que voilà, même là, euh, je m'endors quand je vais prier parce que parce que le sommeil manque. Euh, je n'ai plus d'énergie dans mes relations avec mes sœurs parce que je suis prise parce que je traverse. C'est des moments de grande solitude aussi, non? Parce que je me sens sentie parfois incomprise, pas accueillie avec ma vulnérabilité, parce que parfois la vulnérabilité fait peur à l'autre aussi. Euh, alors voilà, non, c'est toutes des choses que je sens, j'ai touché, expérimenté, qui ont été difficiles, qui reviennent régulièrement, parce que voilà, euh, je, je sens par exemple dernièrement, je suis vraiment confrontée à mon désir euh, de pouvoir euh, être la bonne petite sœur qui écoute tout le monde, qui est toujours présente, qui a l'énergie pour tout. Et je vois que c'est pas ça du tout. Ou que plus je vais là-dedans, plus je m'épuise, donc moins j'ai d'énergie, plus je réagis, même parfois inadéquatement, mais aussi parfois violemment, non? Et donc là, c'est vrai que je crois que ce qui m'a sauvée dans ces moments-là, c'est avant tout, c'est des choses qui se révèlent beaucoup dans notre vie communautaire, nous, comme religieuses vivant dans des petites communautés. Donc c'est avant tout l'accueil de mes sœurs, ça c'est vrai. Euh, et voilà, avec la difficulté que ça représente aussi, hein, parfois le poids que je peux devenir, j'ai l'impression de devenir un poids pour la communauté, euh, mais aussi leur accueil, leur compréhension. Euh, Et donc ça, c'est un côté. Et l'autre côté, je crois que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ces moments plus difficiles, c'est aussi chaque fois nos voisins, nos amis, et voir leur courage à eux pour traverser leurs difficultés. Voilà, dans des moments plus durs, où moi je sens que moralement c'est difficile, que je suis confrontée à mes limites, que je vois pas comment m'en sortir. Et puis je rencontre la voisine qui me partage son défi pour nourrir sa famille et les deux travails qu'elle doit enchaîner, sa difficulté à elle aussi de, de gérer tout. Et je me dis, mais regarde, elle a la force d'affronter tout ça. Euh, voilà, non, simplement, parfois, ça aussi m'a redonné le courage. Parfois, simplement, euh, de saluer le matin, où moi je me dis, oh, encore une journée comme ça, je peux pas. Et puis je sors et je rencontre la voisine. Salut Clémence, tu pars au travail? Bye, bonne journée, tu as vu, il fait beau. Parfois, voilà, ça suffit de ça pour se dire, ah, il y a autre chose aussi dans la vie. Il y a ces relations-là qui sont belles, qui nourrissent la vie, non? Qui permettent de voir pas uniquement ma pauvreté, euh, mais aussi la richesse de ce qui nous est donné. Et l'autre chose aussi, c'est que quand c'est possible, ça aussi bien avec mes sœurs qu'avec l'extérieur, non? Quand on peut oser reconnaître ces moments de vulnérabilité, non? Quand j'ai osé pouvoir mettre des mots là-dessus, parfois dire voilà, je suis dans un moment vraiment difficile. Je me rends compte que je, je suis confrontée à mes limites physiques parfois les limites aussi psychiques, non? Je n'ai plus l'énergie de certaines choses où j'ai pas, j'aimerais encore faire des choses ce soir, mais je peux pas. Je suis trop fatiguée après une journée de travail. Euh, Quand on peut partager en vérité là-dessus, souvent alors il y a quelque chose qui nous relie, non? Euh, mais comme je le disais, euh, ça reste un défi pour moi. Mon premier réflexe est de cacher. Je ne veux pas montrer que je suis arrivée. Bien sûr, je comprends très bien et merci Ouais. pour le partage, ça a été très, très touchant. Et je pense que moi, j'ai senti ça, mais je pense aussi d'autres personnes, surtout les femmes qui vont t'écouter et elles vont se sentir réfléchies dans ton expérience de faiblesse. Et merci aussi pour avoir touché un thème pour moi très important pour ce qui concerne la pauvreté, qui sont les blessures. Donc les blessures
nous donne, nous quitte d'énergie quelquefois quand nous ne sommes pas capables de travailler, de le, comment on dit, de mettre comme un balme, non? Un beau. Baume dans les blessures. Donc, je vais te demander maintenant si tu peux partager avec nous quelques expériences à partir de ton charisme, toi-même ou la fraternité dont tu es parti, le petit cerf de Jésus, qui vous êtes très souvent dans le fracture de la réalité où il n'y a personne et vous êtes là-bas pour ne pas faire beaucoup de choses, mais pour simplement être avec d'autres personnes. Donc, je voudrais te demander si tu peux partager quelques expériences avec nous, surtout avec les femmes, parce que je t'écoutais dans la conférence, surtout avec des femmes. Alors, c'est intéressant comment tu as défini ces lieux où on est, ces lieux où il n'y a personne. C'est sans doute souvent comme ça qu'on les voit, et pourtant il y a toute cette humanité qui est là, non? Euh, mais souvent des lieux, en effet, loin de l'Église ou loin de qu'on met en marge de nos sociétés, non? Donc dans ce sens-là, oui, des lieux où il y a, euh, c'est pas tellement des lieux qu'on a envie d'approcher, et pourtant c'est vrai que c'est là que nous on découvre euh, cette beauté d'être présent et par cette présence quelque part aussi de rendre dignité à l'autre, non? Ce que tu vis vaut la peine et est beau. Euh, et si je viens le partager avec toi, c'est parce que ça a un sens. Et qu'ensemble, je veux chercher avec toi comment on peut grandir l'un et l'autre. Alors voilà, non? Comme un peu présupposé. Et c'est vrai que nombreuses sont les expériences qui me viennent en tête, et dans des contextes très, très différents, non? Première expérience qui me vient, c'est nos sœurs au Rwanda, à Kichukiro, une de nos fraternités, qui ont du mal à trouver comment subvenir à leurs besoins. Et donc, elles faisaient de l'artisanat, des petites choses à vendre, des bougies, des savons, des choses comme ça. Mais de plus en plus, il y a des personnes qui le font en ajoutant des produits chimiques et autres, et pour un prix bien moins élevé, et devaient trouver une autre manière de gagner leur vie. Donc, elles se sont mis à observer la réalité autour d'elles, un peu les gens, leurs voisins, les amis, les collègues. Et elles ont entendu le cri de beaucoup de personnes qui leur disaient, nous, on n'a pas un lieu où on peut donc tous des travailleurs, des petits boulots, non, qui faisaient les livreurs ou autres qui travaillaient dans la construction, qui disaient, nous, il n'y a pas un lieu où on peut acheter quelque chose à manger qui est dans un budget qui nous convient, euh, et on n'a pas le temps de faire ou d'apporter, non? Donc, on n'a pas, on ne trouve pas ce lieu-là. Et, et elles se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de créer un lieu comme ça, donner une nourriture simple, mais pour un prix abordable. Et ça, c'est une première chose qu'elles ont vue. Puis elles ont vu aussi autour d'elles beaucoup de jeunes, et là surtout des jeunes femmes, qui ou avaient fini les études mais ne trouvaient pas de travail, ou n'avaient pas pu finir leurs études pour différentes raisons. Et donc elles se sont mises ensemble. Elles se sont réunies avec plusieurs de ces jeunes, et elles se sont mises ensemble à créer ce qu'elles appellent cantine. Ce serait un petit bistrot, un petit restaurant. Euh, Restaurant, c'est pas le nom, c'est déjà trop, mais un lieu où on peut venir s'asseoir, manger un plat simple, mais qui nourrit, et pour un prix tout à fait abordable. Donc, depuis quelques années maintenant, elles ont lancé un lieu là à Kitchukiro, puis un autre ailleurs. Et voilà, c'est se mettre ensemble avec d'autres, euh, et notamment des femmes, en étant attentifs à ce qui se passe autour de nous, pour chercher une manière de subvenir à nos besoins et aux besoins des autres. Et je crois que c'est une belle réalité. Maintenant, dans ce lieu-là, se retrouvent des gens de tous horizons, parce que les plus pauvres ont trouvé un lieu, mais aussi d'autres classes sociales disent, ah, mais tiens, ça, c'est un lieu où la nourriture est bonne, où la nourriture est préparée avec qualité.
Alors je pense à une anecdote qu'elles nous ont racontée où quelqu'un est arrivé en disant mais mes sœurs, vous devez mettre votre prix un peu plus haut parce que quand même pour la qualité de ce que vous donnez. Mais c'était en fait une manière d'essayer de pouvoir être là et de nouveau d'éliminer les plus pauvres de ce lieu-là, non? Et elles ont dit non, nous on est là. Si vous voulez manger, vous venez manger avec tout le monde, non? Et tout le monde mange dans les mêmes assiettes, la même nourriture. Et je crois que ça devient des lieux de fraternité, non? Donc voilà, ça c'est un exemple qui me vient. Je pense aussi euh, à toutes ces... Les, ouais, c'est tellement nombreux les exemples, mais un par un. Je pense aussi à combien de fois on a été dans des lieux qui étaient un peu en marge des villes, non? Plutôt périphérie, bidonville ou autre, et où petit à petit, avec d'autres, nos sœurs ont parfois vécu cette expérience ou d'être euh, ou d'être finalement relogées dans d'autres bâtiments ou simplement être expulsées. Et encore dernièrement, on a des sœurs dans un pays d'Afrique qui ont été aussi expulsées de leur maison parce que le quartier était réaménagé. Et elles sont là avec leurs voisins, elles ont dû quitter dans l'espérance que, espérons, elles reçoivent un terrain en retour, mais pour l'instant, elles n'ont rien. Donc voilà, mais le vivre ensemble, euh, faire l'expérience avec les autres, je crois que ça, euh, c'est une des choses qu'on essaye de vivre dans ces lieux, comme tu dis, où il n'y a personne pour aussi simplement saisir qu'est-ce qui se vit là. Le drame, mais aussi la force et la résistance de ces gens qui, ces femmes qui, pour les enfants, sont prêtes à tout euh, et se remettre en route avec le peu qu'elles ont, parfois le plus rien, euh, et qui est cette énergie qui nous donne courage à nous aussi de devoir vivre et traverser les mêmes processus. Alors voilà. Une autre chose qui me vient aussi en tête, euh, euh, c'est toutes nos petites sœurs. Voilà, on a pas mal de sœurs âgées, comme dans beaucoup de congrégations, mais je pense à toutes nos sœurs qui partagent le quotidien dans des maisons de retraite, non? Et où je crois que c'est aussi un lieu où aujourd'hui, ça dépend des pays. Euh, En Italie, encore, on a ce souci des parents, on essaie de les garder à la maison. On a beaucoup de nos pays en Europe du Nord où, voilà, c'est devenu une solution parfois aussi facile, non? Pour les personnes âgées. Et on a tendance un peu à les laisser là, les abandonner là, non? Alors, toutes ces petites sœurs qui partagent ce quotidien-là, qui fait très peu de bruit, qui a très peu de valeur, mais pourtant, où une humanité entière est en train de continuer et désire vivre jusqu'au bout. Et elles sont témoins de ça, non? Je pense à des petites sœurs en Belgique qui me racontaient, qui sont entrées depuis quelques années là dans une maison de repos. Elles me disaient, tu sais, il y a une dame ici de 50 ans, grave maladie, paralysée, et pourtant c'est elle qui me donne courage tous les jours, parce qu'elle a une telle force. Un autre qui ne peut pas parler, et pourtant avec sa seule main valide, il s'approche des uns et des autres, et il serre une main, il touche un... et quand elle me dit, quand je vois ça, ça donne sens à tout le reste, non? Alors voilà, être témoin de cette humanité, de cette force de l'être humain dans des lieux où en effet un peu qui sont un peu euh, oui les périphéries de notre monde, non? Alors voilà, et je pourrais continuer à l'infini. Oui, Donc oui, je comprends. Merci Clémence. J'ai une dernière question pour moi et après si tu veux ajouter quelque chose. Et la question c'est la suivante, que dans la lettre, le pape dit clairement qu'entre les catégories plus marginalisées, et peut-être elles sont les femmes. C'est-à-dire que quelquefois, dans quelques pays, pour être femme, tu es déjà pauvre. Après, s'il y a aussi une situation de pauvreté, de difficultés, d'inégalités dans le pays, c'est une autre niveau d'exclusion et de pauvreté. Je ne sais pas si tu peux commenter un peu ça. alors c'est une réalité dans beaucoup encore de lieux de notre monde, non? Euh, et dans différents lieux où j'ai vécu, je l'ai senti euh, vraiment, non? Cette double pauvreté que, que doivent subir les femmes. Et en même temps, voilà, si je pense par exemple aussi
dans un quartier multiculturel où j'ai vécu, avec beaucoup de femmes aussi qui, n'ayant pas de travail extérieur, étaient presque toute la journée à la maison avec peu de contact social, n'ayant pas toujours non plus euh, la possibilité de s'exprimer au sein de la famille sur leurs choix, sur leurs désirs. Donc ça, je l'ai touché. Et de nouveau, j'ai aussi touché avec ça le courage de ces femmes de continuer chaque jour et parfois de se mettre ensemble aussi pour oser quelque chose de différent. Je me souviens là dans ce quartier-là, beaucoup de femmes du Maghreb et elles avaient, une d'elles avait commencé à réunir les autres une fois par semaine dans l'après-midi pour des moments d'échange entre elles. Et j'ai eu la chance plusieurs fois d'y participer. Et c'est des moments où, voilà, non, on touche cette difficulté vraiment de devoir confronter à certaines barrières idéologiques que comme femme, on ne peut pas. Euh, et en même temps, la force de ces femmes quand elles se mettent ensemble et qu'elles parlent de ça et qu'elles réfléchissent comment elles peuvent faire un petit pas. Et un petit pas, c'est parfois juste dire j'accompagne mon fils à l'école, je vais voir le professeur, même si je n'ai pas la langue, je ne maîtrise pas la langue de manière parfaite, ou voilà, c'est parfois des petites choses très, très petites, mais voilà, et ça, c'est dans nos contextes à nous. Mais quand j'entends nos sœurs dans différents pays, je mesure combien il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire, non? Pour que, voilà, chaque femme ait droit à pouvoir s'exprimer, rêver, créer. Et souvent, partout dans les situations où on est, ça m'interpelle combien, même si ce n'est pas les femmes qui ont le pouvoir dans leurs mains, c'est elles qui tiennent tout debout, c'est elles qui tiennent les familles debout, c'est elles qui tiennent parfois même le courage de continuer, non, de trouver d'autres modalités pour subvenir à leurs besoins. Alors j'espère que bientôt, cette force cachée pourra prendre toute oui, sa valeur et qu'on puisse redonner à chaque femme cette place qu'elle a et les dons qu'elle porte en elle et qui sont très souvent pas seulement sous-estimés, mais qui sont euh, méprisés ou empêchés d'être développés, qu'on empêche de développer pleinement. Mm. Bon, merci Clémence, c'est très important de terminer ce dialogue avec ce désir que pour toutes les femmes ont la possibilité d'avoir, nous femmes, une place où nous pouvons exprimer et utiliser notre voix. Mais j'ai une dernière question parce que j'ai une curiosité. Quand j'ai vu la conférence de presse pour la présentation du document, je te vois la seule femme entre beaucoup beaucoup, trois hommes, je pense, si je me rappelle bien. Et comme tu te sentais dans cet environnement avec comme c'est la seule femme. Alors en effet, c'est quelque chose qui a pas échappé à beaucoup de monde, non? Mais voilà, l'Église a fait appel à nous et on est des femmes, non? Donc voilà, ça me dit que quand même on a une voix à donner. Et voilà, deux petites choses toutes simples m'ont touchée et interpellée. Euh, et une première chose que euh, parce que non seulement comme femme, j'étais seule femme, mais j'étais aussi, les autres avaient un apport théologique à donner, ce que moi, je trouve très peu de clés dans ce sens-là. Donc c'est vrai que pour moi, le déséquilibre était grand, non, pour ces gens-là. Mais ça m'a touché leur accueil et quand on a parlé ensemble pour voir comment ça allait se dérouler, euh, voilà, non, moi j'avais été clairement présentée comme la dernière des intervenantes et ça me semblait tout à fait juste vu ce que j'avais à donner qui était plutôt de l'ordre d'un témoignage. Mais en préparant, un des intervenants a dit, mais pour moi le témoignage de la petite sœur ne doit pas venir en dernier. C'est pas ça parce que c'est pas, la théologie vient illustrer ce que les gens vivent. Et donc faisons-la parler d'abord. Et ça m'a dit quand même d'une ouverture des personnes présentes de l'Église à, à, se remettre en question là aussi, non, sur comment on perçoit voilà, le rôle
des femmes, mais aussi du vécu, qui d'habitude vient comme la dernière chose, petite goutte qu'on ajoute, et qui en fait devrait être le terrain sur lequel on s'appuie. Et l'autre chose qui était toute simple aussi, mais en approchant de cette salle, moi j'étais très contente, c'était assez officiel, donc chacun rentre l'un après l'autre. Moi j'étais très contente d'être la dernière, de laisser d'abord les autres entrer, de voir un peu. Mais tout de suite, euh, voilà, deux d'entre eux se sont tournés vers moi et m'ont dit non, non. Euh, et donc, je suis entrée la deuxième dans la salle, alors que j'aurais été très contente d'entrer la petite dernière. Mais voilà, c'est des petits signes pour dire que notre Église fait des pas et que c'est important de les reconnaître et qu'on peut s'appuyer là-dessus pour continuer à donner notre voix et notre note, et parce que c'est ensemble qu'on peut montrer vraiment la beauté de cette Église. Oh, merci, merci, merci bien, Clément. Ça a été très intéressant de t'écouter. Je pense que aussi les autres seront très heureux de t'écouter. Donc, merci, merci bien et bon chemin à toi et à ta congrégation, ta fraternité. Merci beaucoup.